Je remercie Michael Bourgat d'avoir accepté notre invitation. Michael Bourgat est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut catholique de Paris, où il dirige le département information et communication ainsi que l'équipe médias, images et technologie. Il travaille sur le cinéma, sur la vidéo en ligne, sur les vidéos militantisme animaliste et son impact social. Depuis près de 15 ans, il est également engagé dans des projets de développement technologique autour de la question de la notation audiovisuelle dont nous parlions d'ailleurs tout à l'heure. Et en 2022, il a inauguré le projet Caneva et dans ce cadre, des développements autour de la plateforme d'analyse de vidéos celluloïdes. Donc, je le remercie encore d'être avec nous aujourd'hui et je lui laisse la parole pour sa présentation, après laquelle, comme d'habitude, nous aurons un temps d'échange, de questions et de réponses. Tu peux commencer. Super. Donc, s'il y a le moindre problème de son, puisque, comme vous l'avez probablement compris, Pépé et moi sommes dans la même salle, n'hésitez pas, évidemment, à nous le signaler. Écoutez, bonjour à tous, je suis enchanté de votre invitation, tout d'abord, et puis de pouvoir partager avec vous quelques éléments de parcours et quelques éléments d'actualité. Désolé pour comment dire, le plan, d'abord le contre-champ, jamais très très heureux, et ensuite les barreaux derrière qui me donnent l'impression que vous parlez en direct de Fleury-Mérogis, ce qui n'est pas tout à fait le cas en vérité, hein. On est sur ce qu'on appelle classiquement un rez-de-chaussée, donc avec des barreaux de rigueur qui viennent protéger en cas d'attaque. Écoutez, voilà, donc j'avais donné un titre. Alors, en plus, de manière assez amusante, je vois des têtes et des noms qui ne me sont pas inconnus, puisque avec André, nous étions en réunion hier ensemble, hier matin. J'ai vu le nom de Taylor qui était là et qui participe au consortium Canva. J'y viendrai dans un instant. Donc oui, merci Pépé pour ta présentation. Je vous avais fait une proposition de titre qui était empowerment et annotation audiovisuelle. C'était un peu la promesse que je vous avais faite. Je vais essayer de la respecter. Du moins, j'espère qu'elle va répondre aux attentes de votre équipe ou groupe de recherche. Et puis, évidemment, je serai là, au-delà de ma présentation, disons, magistrale, pour répondre à vos questions. Alors, vous dire quand même un mot, puisque je l'ai mis dans mon titre, ce mot d'empowerment, pardon, vous dire un mot de ce mot, de ce terme, de cette notion, peut-être même de ce syntagme d'empowerment audiovisuel que j'utilise dans mes travaux et qui était au cœur de mon habilitation à diriger des recherches qui s'appelait Pratique de l'empowerment audiovisuel et qui renvoie à deux choses dans mon esprit. Donc, pour bien me suivre, il me revient d'emblée de vous le dire. D'abord, et d'une part, hein, au fait d'apprendre à lire, à comprendre, à décrypter des images, ça c'est la première dimension, et puis d'autre part, au fait d'outiller techniquement des pratiques. On pourrait d'ailleurs parler d'empowerment technique, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'entends par outiller des pratiques? Eh bien, je pense à trois choses. Je pense à l'accompagnement dans l'analyse de contenu audiovisuel, la pratique de la notation. Première chose. La deuxième chose, c'est l'archivage, la conservation des données audiovisuelles. Et puis, troisième chose, c'est leur diffusion, leur circulation, comme on a plutôt tendance à le dire en sciences de l'information et de la communication. Alors, euh, je voudrais quand même vous dire, sans m'étendre vraiment, mais vous dire un petit mot de cette notion d'empowerment pour ceux qui ne sont peut-être pas totalement familiers avec elle, d'où elle vient et comment je l'approche, sachant que je l'approche dans une perspective qui est celle des sciences de l'information et de la communication et que je la regarde selon deux perspectives, c'est-à-dire d'un côté, j'envisage l'empowerment, donc soyons très très clair qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, c'est la définition que j'en donne et c'est la façon dont je travaille cette notion. J'envisage d'un côté l'empowerment comme donc, un processus consistant pour un individu ou un groupe d'individus
à donner davantage de pouvoir à d'autres individus pour leur permettre d'agir sur le fonctionnement de la société. Donc typiquement, quand, et on va y venir, j'engage des projets de développement de technologie, eh bien, je considère m'engager avec un groupe d'acteurs comme s'engageant, excusez-moi, dans un processus d'empowerment pour des personnes afin qu'elles s'émancipent, afin qu'elles acquièrent de la connaissance, afin qu'elles agissent sur la société. Et puis à rebours ou en miroir, j'ai envie de dire, eh bien une autre manière de regarder l'empowerment, eh bien consiste à l'envisager comme un processus par lequel un individu ou un groupe d'individus eh bien, acquiert les moyens de s'émanciper, acquiert des moyens de renforcer sa capacité d'action. Hein. Donc, on peut le regarder de deux manières et envisager, c'est très, très important. Alors, ce mot, il vient, vous avez bien compris que c'est un mot issu de la langue anglo-saxonne, c'est un mot qui s'est diffusé, disons, durant la première moitié du XXe siècle au sein des organisations communautaires aux États-Unis, hein, ce qu'on appelle le community organizing, qui sont donc des regroupements citoyens ou militants qui sont mobilisés pour s'informer et agir autour de problématiques. Alors, il y en a deux grandes qui sont les problématiques urbanistiques et puis plutôt des problématiques de lutte de classe. La diffusion, disons, et la définition du mot, on la doit à une personnalité qui s'appelle Saul Alinsky, qui a travaillé en profondeur la notion avant d'en donner en définitive une définition assez tardive en 1971 dans un livre qui s'appelle Rules for Radicals. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt mené une carrière d'activiste hein, et qui a théorisé en quelque sorte son travail un peu sur le tard, Alinsky étant un des maîtres à penser de Barack Obama, hein, qu'il a cité souvent en référence. Donc, l'usage du mot va se répandre à partir des années 70 aux États-Unis, en particulier quand la critique marxiste traditionnelle, qui est organisée sur la question, autour plutôt de la question de la lutte des classes, eh bien, va reculer au profit de revendications, disons, communautaires comme la libération des femmes, la question raciale, les droits des homosexuels, les identités régionales, l'écologie également, et donc des mouvements qui vont participer comme dit le philosophe Andrew Feinberg, hein, d'une politisation du social et donc de l'émergence de sphères d'action micro-politiques qui, vous le voyez, interviennent sur une question, un phénomène, un problème, souvent d'ailleurs dans un endroit au sein d'une communauté circonscrite d'individus. Et puis, le deuxième niveau ou l'autre niveau, et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé ce mot, je me suis emparé de ce mot, de cette notion, c'est le fait que l'empowerment va trouver un espace d'expansion, d'existence dans les milieux informatiques durant ces années 70, puis durant les années 80. Donc, c'est dans cet environnement informatique que la notion va connaître, disons, une deuxième vie, une autre carrière importante hein, au sein de communautés, sans doute le savez-vous, hein, de personnes qui sont remplies d'idéaux humanistes et qui voient donc dans l'ordinateur et puis dans les réseaux naissants eh bien, des moyens d'émancipation, des moyens de diffusion de la connaissance. Hein, c'est une des intentions premières de beaucoup de personnes aux origines de l'informatique telle on va la connaître et telle qu'elle va se déployer dans les années 90. Je pense à l'initiateur du mouvement du logiciel libre, Richard Stallman. Je pense à Ted Nelson, qui avait imaginé un projet d'Internet qui a été avorté, enfin un projet de réseau plutôt, qui avait été avorté dans les années 70. Et donc voilà, pour ces personnalités, eh bien, les artefacts techniques, dont l'ordinateur, eh bien, ont une valeur émancipatrice. Là où, disons, à la différence, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail-là, mais qu'on n'est plus dans une perspective d'empowerment d'homme à homme, mais plutôt de machine vers ses utilisateurs. Le mot vient de la sphère anglo-saxonne, vient des États-Unis. Il s'est diffusé en France, en tout cas, il a connu une carrière en France. Alors, en définitive, il a fait l'usage il a fait l'objet d'un usage tardif, pardon, ce mot. Pour autant, et il me revient quand même de le dire parce que c'est très très important, on peut assimiler l'action de certaines associations, de certains mouvements français à celle qui a pu être menée par des organisations aux États-Unis ou en Amérique du Sud par ailleurs, et qui ont agi hein, dans le sens
d'un renforcement de la connaissance et du pouvoir d'agir de la population, même si le mot n'était pas utilisé. Hein. Je pense à SOS Racisme, je pense à ACT UP, je pense à Peuple et Culture, qui sont des organisations, en définitive, dans l'ère francophone, qui sont des organisations qui sont entrées dans une dynamique d'empowerment de la population. Et en France, le mot, il va vraiment se déployer assez tardivement, d'ailleurs au sein très largement des communautés informatiques, dans les milieux de l'Internet citoyen. Je pense à la Fondation Framasoft qui œuvre pour le logiciel libre. Je pense à la Quadrature du Net qui lutte pour que Internet reste un outil d'émancipation. Je pense à l'École Simplon qui a un projet d'enseignement du numérique comme moyen d'émancipation, etc. Donc c'est à partir de là que, disons que le mot va commencer à exister dans la langue française et je considère aujourd'hui, à travers mes travaux, eh bien faire partie en quelque sorte d'une communauté d'acteurs, à ma modeste échelle, j'ai envie de dire, alors dans le champ spécifique de l'acquisition de compétences sur la lecture des images et le développement technologique utile à cette lecture et à cette compréhension des images, m'inscrire dans une dynamique d'empowerment. Donc voilà, c'est ça que j'appelle, c'était mon intention liminaire, c'est ça que j'appelle empowerment audiovisuel et dont je veux vous parler aujourd'hui. En tout cas, je voulais vous donner quelques éléments de cadrage pour ouvrir ma présentation. Alors, pour rentrer un peu plus dans le cœur de mon projet et de ce dont je veux vous parler aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous parler de cette pratique de l'annotation audiovisuelle dans laquelle je suis sujet ou thématique dans laquelle je suis engagé depuis un certain nombre d'années maintenant, presque une quinzaine d'années. Je crois que tu as annoncé ce volume d'années, effectivement, c'est à peu près ça. 14 ans, pour être tout à fait précis. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Et donc, cette pratique de la notation audiovisuelle, eh bien, elle nécessite de mobiliser des technologies, un logiciel ou application pour documenter et analyser des ressources vidéo qui vont provenir bien soit du cinéma, soit de la télévision, soit de l'Internet. Donc, initialement, ce type de technologie, ce type de besoin d'outillage pour entrer dans l'analyse de documents audiovisuels, elle est plébiscitée par des étudiants ou plutôt plébiscitée par des étudiants ou des chercheurs en cinéma ou des personnes qui travaillent dans le champ d'études des médias. À l'université, tout d'abord, voilà, avec cette intention d'outiller les étudiants et pour explorer des contenus visuels. Et puis bientôt, assez rapidement, la question va se diffuser, va être prise en compte ou, comment dire, voilà, interroger dans le champ de l'école plus largement, en particulier parce que peut-être certains d'entre vous le savent ici, la problématique de l'inscription de l'éducation à l'image va rentrer dans les textes officiels peu à peu durant le 21e siècle. Et donc, depuis 20 ans, on a des pouvoirs publics qui ont beaucoup insisté sur la place qu'il faut donner à l'éducation à l'image. Dans les textes, il y a écrit de la maternelle au baccalauréat, donc vous voyez la grande amplitude et l'intérêt ou la nécessité de parler des images et de comprendre le langage visuel ou audiovisuel. Les enseignants vont commencer de plus en plus sérieusement comment dire, prendre en compte très sérieusement cette question aussi, voilà, parce qu'il y a ces injonctions dans les textes qui émergent, qui se renforcent, cette pression qui s'exerce sur eux. Alors, la petite école, c'est le moment de la première sensibilisation, le collège, c'est le moment de l'approfondissement, le lycée, celui de la diversification, c'est comme ça que c'est annoncé dans les textes. Donc, mais vous voyez qu'il y a des niveaux, mais des obligations ou des attentes, en tout cas, à tous les niveaux. Et donc, c'est dans ce cadre-là où, à travers ces textes et à travers cette nécessité d'apprendre à lire les images, donc, en ce qui me concerne, les images animées, que je vais expérimenter dans la première partie de ma carrière, disons, la pratique de la notation audiovisuelle. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que
peut-être les enseignants se sont-ils améliorés aujourd'hui, sans doute d'ailleurs se sont-ils très largement améliorés, mais enfin, pour être intervenu en classe ou dans des classes pendant plus d'une dizaine d'années et puis avoir animé un séminaire de master pendant 7 ou 8 ans avec des étudiants voilà, qui préparent le concours, je peux attester la relative méconnaissance ou globalement l'incapacité de ces personnes à former à la lecture des images et donc du coup de l'accueil bienveillant qu'ils m'ont toujours réservé, moi ou avec des étudiants, pour entrer dans les classes et puis mener des activités pédagogiques autour de la lecture des images. Donc ça s'est fait pendant plusieurs années avec notamment avec les étudiants d'un master qui est un master à Paris-Sorbonne Nouvelle qui s'appelle didactique de l'image. Alors, ce sont des gens qui se forment à des métiers autour de la médiation du cinéma essentiellement, mais pas que. En tout cas, le titre du master indique bien ce à quoi on se forme, à didactique de l'image. Et donc, on montait des ateliers avec les étudiants et puis on allait dans les classes pour accompagner des projets pédagogiques, très souvent d'ailleurs en lien avec ces opérations d'éducation à l'image dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je pense à collège et cinéma, lycéens et apprentis au cinéma. Donc assez, comment dire, classiquement, l'enseignant amène ses élèves au cinéma, on voit le film dans les conditions de rencontre du film de cinéma, hein, c'est ce qui est attendu du point de vue institutionnel, et puis ensuite on rejoue en quelque sorte la projection, souvent de manière fractionnée, dans la classe avec un exercice de production de commentaires et d'analyse approfondie des films. Alors, c'était pas un cas systématique, mais disons que c'était un cas un peu emblématique de la tenue de ces ateliers. Alors peut-être excusez-moi, il y a évidemment une chose que je vous ai pas dite, aussi très importante, qui a émergé. Alors, c'est quand même un peu profond. Le sujet est récent, mais qui a émergé peu à peu. C'est la problématique des controverses ou des fake news, hein. Vous savez, qui anime ou active des mécanismes émotionnels ou du prix. Et donc, il est devenu de plus en plus, disons, pressant pour les enseignants d'apprendre à déconstruire le langage audiovisuel avec des élèves pour réfléchir, hein, à la manière dont, comment dire, les images, en particulier le montage, je vais m'arrêter sur un exemple dans un instant, j'ai mis un photogramme sur ma diapositive, eh bien, impacte la sensibilité des acteurs sociaux, à fortiori du jeune public, hein, et puis faire comprendre évidemment qu'un film n'est pas qu'une aventure divertissante, même si c'est un des enjeux du cinéma, hein, il ne s'agit pas de rejeter ça, mais c'est aussi un objet politique qui contient un point de vue sur le monde et il convient de le comprendre et d'en parler. Donc, deux exemples pour illustrer d'ailleurs les deux choses que je viens de vous dire, hein, l'aspect plutôt sensible et l'aspect plutôt politique. Alors, l'un et l'autre des deux photogrammes dans la diapositive renvoient à ces deux ateliers que je veux mobiliser ici pour exemplifier ce que je viens de vous dire. Alors, le premier photogramme, c'est la photo d'une feuille papier, hein, mais l'activité elle a été menée avec un outil numérique et devant des ordinateurs. Mais bon, j'ai choisi ce photogramme parce qu'on voit bien les trois images, et c'est ces trois images dont je veux vous parler, qui avaient été reportées donc du coup dans un fascicule. Donc, c'était un atelier qui était mené avec des enfants de la petite école en primaire et qui avait vu donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, La planète sauvage de Toporella-Lou, 1973. Alors moi, personnellement, je ne l'aurais jamais montré à des enfants parce que je trouve que c'est effrayant, mais à l'évidence, les pouvoirs publics, à travers École au cinéma, ont considéré que c'était un film qui était regardable, disons, par des enfants. Bon, soit, en définitive, ça va, ça s'est fait, mais il y a quand même eu des craintes ou des peurs à certains endroits, et notamment à l'endroit de cette scène-là, où, alors pour ceux qui ne le savent pas, La planète sauvage, en quelque sorte, on a des créatures petites qui ont une apparence humanoïde, donc qui a un principe comment dire, d'authentification avec ces personnages qui sont dominés sur cette planète par ces espèces de monstres fourmiliers là dont vous voyez la grosse tête avec cette grosse bouche et donc ils sont beaucoup plus gros et qui peuvent les dévorer et donc il y a une scène où il y a un monstre fourmilier comme ça qui va en quelque sorte gober, manger, dévorer les fameux hommes, ils les appellent comme ça dans le film, hein, donc ces créatures humanoïdes. Donc là,
les enfants ont assez massivement manifesté de la peur ou de la crainte sur cette séquence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé en trois segments la séquence où nous, experts, en fait, on comprenait qu'il y avait un gros plan, un plan moyen, un plan large. Et donc, à partir de là, vous pouvez rentrer dans l'apprentissage du vocabulaire cinématographique. Donc, les enfants apprennent trois mots ou trois syntagmes et voient à quoi ça réfère. Et donc, ensuite, eh bien, peuvent exprimer ou, disons, relativiser, rationaliser leurs émotions à travers cet acquis technique ou cette compétence ce qu'a permis le logiciel, c'est-à-dire revenir en arrière, revenir en avant, produire des annotations en disant là j'ai peur, là j'ai moins peur, et notamment cette phrase qui reste emblématique et que je mobilise toujours quand un enfant a écrit. Alors quand un enfant écrit, ce sont des enfants de 7 ou 8 ans, ça prend à peu près les 50 minutes de la séance quoi, pour écrire la phrase, mais bon ça c'était la phrase un peu emblématique et symptomatique de ce qui s'était passé dans cette activité. L'enfant écrit, quand on ne voit que la tête du monstre, en gros, ça fait peur, mais quand on le voit s'en aller tout petit, on est rassuré. Donc, ils ont compris, hein, et on a travaillé voilà, cette, les notions de plan, les notions d'échelle de plan avec eux, et ils ont compris qu'il y avait une intention de la part du réalisateur entre le gros plan et le plan large. Hein. Et donc, le gros plan est là pour générer de la peur. Donc, du coup, on prend ses distances et on rationalise, disons, son émotion face au, au film, hein, et comprennent l'intentionnalité inhérente à ce projet. L'autre exemple, très rapidement, c'est là pour le coup avec des ados, j'allais dire, oui, des ados, on est au lycée, donc on travaille sur un documentaire de Jean Vigo à propos de Nice, 1930, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un docu sur la ville de Nice, hein, dont on pourrait croire d'ailleurs que c'est un film carte postale en quelque sorte, et puis quand on rentre dans l'analyse, et ce que permet le logiciel, notamment en découpant des segments et en mettant vis-à-vis deux choses qui sont d'un côté, en travaillant les lumières, les séquences lumineuses, et de l'autre côté les séquences plus sombres, eh bien en fait, comment dire, un pamphlet social, hein, très clairement, qui met en vis-à-vis, c'est le projet de Vico, hein, d'un côté, disons, le monde aseptisé et oisif des bourgeois, donc ils sont sur le bord de mer, au soleil, toujours habillés avec des habits clairs, et donc c'est rendu par une lumière éclatante. Et puis de l'autre côté, eh bien le monde des classes populaires, qui est rendu par l'obscurité, les petites ruelles qui sont étroites et sombres, la promiscuité, le labeur, etc. Donc vous voyez comment grâce à l'outil informatique, grâce à la production de commentaires, d'annotations sur les films ou les séquences filmiques, eh bien, on peut rentrer dans une dynamique d'analyse et donc eh bien, des expériences autour du cinéma. Ces projets-là, alors je n'ai pas noté les dates précisément, ils ont été réalisés, disons, probablement entre 2010 et 2015, illustrent bien un mouvement historique qui s'est mis en place depuis une quinzaine d'années, donc autour de cette problématique. Alors, ce qu'il faut avoir en tête historiquement, c'est qu'il y a deux équipes qui ont marqué le pas et qui ont inauguré un peu ces réflexions autour de la notation audiovisuelle. Ce sont d'une part le LIRIS, qui est un laboratoire informatique à Lyon, euh, et puis d'autre part l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation, qui est un centre de recherche du Centre Pompidou qui avait été monté par feu le philosophe Bernard Stiegler. Et donc la première équipe avait imaginé un outil qui existe toujours, qui est toujours fonctionnel, qui s'appelle Adven, qui est un logiciel, hein, et la deuxième travaillait sur un outil à l'époque que j'ai utilisé, donc vous avez vu une capture d'écran dans la diapositive précédente, qui s'appelait Ligne de temps, qui lui par contre est un outil qui est dysfonctionnel aujourd'hui. Et donc une série de réflexions menées en collaboration entre ces deux équipes va les décider à travailler ensemble dans le cadre d'un projet subventionné, et donc va voir le jour le projet Cinécast au tournant des années 2010, projet
dont je vais être partie prenante. Alors, moi, j'étais dans une autre institution à l'époque, qui est Télécom Paris Tech, une école d'ingénieurs. Et donc, un projet qui va mobiliser une méthodologie de recherche à laquelle on est resté attaché avec Laurent Tessier, qui est mon collaborateur sur Canva. Je vais y venir dans un instant quand quand je vous parlerai pardon, de choses plus actuelles, qui est la recherche orientée conception ou dans la langue anglo-saxonne, la design-based research, principe de recherche consistant eh bien, comment dire, à aboutir à de la création, ou en tout cas pour ce qui nous concerne, à des développements technologiques dans le cadre d'une réflexion scientifique avançant de manière itérative, disons, et par ailleurs, recherche qui n'est pas menée qu'entre chercheurs, mais recherche qui est menée aussi avec, d'une part, des ingénieurs et d'autre part, des designers essentiellement, ou voilà, des gens qui sont plutôt dans le champ du design. Donc, il y a deux problématiques qui vont animer cette équipe de recherche et les gens réunis au sein de ce projet. Je vous en parle à dessein parce que c'est deux choses qui continuent à être interrogées aujourd'hui. C'est réfléchir au développement, ça c'est le premier point, de technologies d'annotation mobilisables par une large communauté d'acteurs. Ça reste toujours un problème aujourd'hui. Non pas qu'il s'agisse, comment dire, d'aboutir à une technologie dominante, hein, c'est pas du tout ça l'enjeu, mais au moins d'aboutir à de la technologie et pas un logiciel ou une application qui fasse consensus, en quelque sorte. Hein. C'est un peu un des enjeux aujourd'hui, et c'est un enjeu, vous voyez, qui a une quinzaine d'années, qui a toujours pas été levé. Et de manière imbriquée, eh bien, c'est mon deuxième point, assurer l'interopérabilité des services. Hein. Donc, en particulier autour de l'adoption de formats communs de données et donc de l'accessibilité, pardon, croisée à des fonds venant de différents endroits. Ça, c'est évidemment un grand enjeu. Donc, Cinecast, en quelque sorte, a poser les jalons d'une réflexion autour de ces problématiques. Alors, c'était une très grosse équipe ou un très gros consortium de recherche, en ce sens où on avait d'un côté des institutions comme la Cinémathèque, comme la Cinémathèque française, comme l'INA, comme le Forum des images, comme la BPI, et puis d'un autre côté, on avait des services en ligne tels que Allociné, Univers Ciné, Vodcaster, qui n'existe plus, qui est une technologie qui a été rachetée par Télérama, mais qui à l'époque était le réseau social du cinéma un peu en vue. Et, euh, et donc voilà, hein, de manière expérimentale, un certain nombre de réflexions vont être menées autour de développement technologique, et puis un certain nombre de dispositifs technopédagogiques vont être développés, hein, dont j'ai été, disons, une des chevilles ouvrières hein, à travers les ateliers dont je viens de vous parler à l'instant et dont vous voyez encore quelques traces à travers ces photos-là qu'il y a sur la diapo. Hein. Vous voyez des enfants devant des ordinateurs qui sont en train de travailler, là en l'occurrence avec le logiciel ligne de temps. Alors, il y a deux problèmes, et je finis sur ce point hein, qui ont été soulevés et qu'il s'agit surtout de ne pas reconduire, à mon sens, c'est d'abord une tension, enfin, je viens déjà un tout petit peu de mordre sur ce que je voulais vous dévoiler maintenant, mais d'abord une tension qui a marqué les travaux de ce collectif Cinécast sur toute la durée du projet, d'abord entre, disons d'un côté, des gens qui étaient là avec l'idée de développer des briques technologiques mobiles, agençables, mais aussi ouvertes. Ça, c'est, disons, un premier groupe d'acteurs qui était plutôt dans cette dynamique-là. Puis à côté d'eux, eh bien, un autre ensemble de personnes participant au projet qui était plutôt dans l'idée de vouloir un outil clé en main et fermé, quoi, un bon vieux logiciel, on pourrait dire. Et puis l'autre problème, c'est que, eh bien, quand le projet a pris fin, comme très souvent, et que, eh bien, les crédits de recherche ne sont plus là, les développements s'arrêtent. Voilà.
Et comme l'informatique évolue, vous le savez, le hardware, les mises à jour système, le réseau Internet et ses formats, blablabla, eh bien, les techniques, à un moment donné, ne fonctionnent plus. C'est ce qui est arrivé à ligne de temps et ce qui explique pourquoi ligne de temps n'a plus été utilisée. Alors, la question, effectivement, de le réactiver s'était posée à un moment donné, hein, plutôt que de repartir de zéro, mais c'était pas possible parce que les technologies n'étaient pas au plus adaptées et qu'elles n'avaient pas été pensées en fait pour s'inscrire dans une évolution de l'Internet tel qu'il a évolué. Encore une fois, je ne jette pas du tout la pierre à l'Institut de recherche et d'innovation. On était dans un contexte technologique qui était, comment dire, pas aussi éclairé que l'on a pu l'être après les années 2015, disons. Je pense que notre vision du fonctionnement des technologies et d'Internet a beaucoup changé après cela. Alors, notamment, une des choses à savoir pour ceux qui sont un peu branchés techniques, c'est que tous ces outils d'analyse de films fonctionnaient ou étaient basés sur la technologie Flash. Sauf que Flash a disparu. Donc, à un moment donné, bon, ça a rendu caduque, évidemment, bien des outils et la possibilité, la possibilité de s'en emparer et de les utiliser. Donc, c'est, disons, sur la base de ces réflexions, de ces constats, que j'ai fait partie de ceux qui ont décidé de poursuivre l'aventure et d'essayer de réengager un projet qui ne tomberait pas au plus dans les travers dans lesquels les chercheurs avaient pu tomber. Encore une fois, hein, sans jeter la pierre à personne, mais voilà, on avait, comment dire, une petite lumière qui s'était allumée et donc on était désormais vigilants. Alors, un des premiers objectifs, évidemment, et vous l'avez probablement deviné ou compris en creux dans mon discours, c'était de se tourner vers des technologies qui soient libres et open source pour faire en sorte qu'une communauté d'acteurs s'en empare, qu'elle participe à leur développement et leur mise à jour afin d'en garantir leur pérennité. Hein. Ça, donc on a travaillé avant et dans un temps qui précédait la création du consortium Humanum Canva. Eh bien, on a travaillé notamment avec des ingénieurs qui étaient à la Paillasse. Peut-être certains se souviennent-ils de ce tiers-lieu qui se trouvait à Strasbourg, Saint-Denis et à Paris. Et donc, un collègue, Laurent Tessier, donc, avec qui je travaille de manière assez proche, était résident là-bas pendant quelques mois. Et donc, du coup, on a pu collaborer avec des gens de la Paillasse. Donc, un des points de vigilance, on avait une conscience nous aussi de ça, mais un des points de vigilance technologique qu'on nous avait formulé, c'était attention, vous avez des sous pour un moment, vous n'en aurez plus demain. Donc là, vous nous donnez 3 rangs pour faire du développement, mais demain, vous n'aurez plus d'argent, nous ne développerons plus le projet. Pour autant, il faut que le projet existe. Et donc, faites en sorte de garantir voilà, cette accessibilité du code, cette ouverture et de façonner, disons, une communauté d'acteurs autour de ce projet. Alors évidemment, hein, quand on fait ça, on tire aussi un trait sur l'idée de se faire des rangs en développant une technologie. Alors, bon, je pense pas qu'on puisse s'en faire avec une technologie d'annotation vidéo. En outre, c'était pas du tout notre intention, non pas qu'on veuille se présenter comme des gens très vertueux et complètement désintéressés, mais en tout cas, notre intention, elle était à l'endroit de la recherche ouverte et du partage et pas du tout à l'endroit voilà, du business. Le deuxième objectif, ça c'était le premier objectif, le deuxième objectif c'était d'essayer de s'assurer la modularité d'un outil. Il faut autoriser à qui le veut de s'emparer d'une brique mais pas d'une autre. Hein. Et donc à deux technologies, bien de pouvoir se déployer autour d'un socle commun et puis ensuite d'emprunter des voies distinctes. Aujourd'hui, Celluloid, donc cet outil d'annotation dont je vais vous parler plus précisément dans un instant, vit sa vie pendant qu'une autre technologie qui s'appelle eSpectator, qui est un service d'annotation de captation de spectacle, eh bien, emprunte une base commune avec Celluloid, mais a pris aujourd'hui sa propre voie. Et notamment, c'est un outil qui n'est pas du tout orienté vers une recherche d'accompagnement à la notation libre et qualitative des utilisateurs, mais plutôt une technologie qui propose des ontologies pour exprimer des émotions face à un spectacle. Donc, vous voyez, hein, à un moment donné,
même base, même socle, quelques briques communes, mais des voies distinctes. Mais si par exemple demain Celluloid se dit, ou les porteurs du projet Celluloid se disent, ah, ça serait quand même bien d'avoir une ontologie émotionnelle à intégrer, mais on peut très bien aller les chercher du côté du spectateur. On sait qu'elle est compliant d'un point de vue technologique, que ça va marcher. Donc, il y a une version, en tout cas, avant que Celluloid tel qu'il existe et que les spectateurs tel que cet outil existe, Celluloid va connaître comment dire, une version alpha en quelque sorte, qui va être composée à partir d'un assemblage de briques technologiques open source pour expérimenter un petit peu le projet. Et ça s'est avéré concluant, et c'est ce qui nous a donc du coup conduit à eh bien, se rapprocher d'Humanum. Et puis, donc Humanum, hein, qui est une instance de recherche au CNRS pour équiper les recherches en sciences, enfin, en lettres, langues, sciences humaines et sociales d'outils technologiques. Et donc, Humanum soutient la constitution de consortiums thématiques et donc, voilà, il n'y avait pas de consortium sur la question de la vidéo. Il y en a un sur la 3D, il y en a un sur la cartographie. Bref, il y a plusieurs consortiums sur des thématiques différentes. Et donc, on est arrivé nous, avec une proposition autour de d'abord de la création d'une communauté de chercheurs autour de la question audiovisuelle et ensuite bien autour du développement de technologies permettant d'équiper les chercheurs travaillant sur, encore une fois, des corpus filmiques, des corpus télévisuels. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton. Je veux rester sur cette diapo. Donc, en 2021, eh bien, après un dépôt de dossier, donc le consortium celluloïd a été inauguré. Alors au départ, c'est une grosse dizaine de personnes qui sont parties prenantes de ce projet. Aujourd'hui, Canva, pardon, le consortium Canva regroupe plus de 100 chercheurs. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a plus de 100 chercheurs qui ont manifesté un intérêt pour prendre part plus ou moins de près aux activités du consortium, et en tout cas des chercheurs qui, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins lointaine, sont intéressés, travaillent sur des corpus audiovisuels d'une manière ou d'une autre et sont intéressés par voilà, des méthodologies de recherche ou pour outiller leur pratique d'analyse encore une fois, de films, de contenu télévisuel, de contenu numérique. Donc, le consortium Canva, il a là où il est attendu, ce sont pour trois choses. Donc, la constitution d'une communauté de personnes ayant des intérêts communs, je viens de vous le dire. Deux, vous l'avez deviné, hein, le développement de technologies répondant à des besoins. Et puis trois, évidemment, de la dissémination scientifique. J'allais faire un passe là-dessus, mais c'est évidemment un élément tout à fait fondamental, hein, tout ce qui concerne l'organisation d'événements, la publication, etc. Donc, notamment un webinaire qui se tient régulièrement. Je crois que d'ailleurs Impex fait le relais de la tenue de ce webinaire. Un colloque à venir, vous en serez probablement informé très rapidement. L'écriture de l'appel est quasi finalisée. Un colloque à venir le 30-31 mai sur l'exploration des corpus audiovisuels en humanité et donc voilà, les modalités de travail des chercheurs autour de ces corpus, et puis la publication, etc. Je ne m'étends pas là-dessus, j'y reviens pas, mais évidemment, c'est un des attendus de Humanium. Il y a un quatrième attendu qui a émergé cette année, qui probablement va être de plus en plus présent dans les appels à projets, c'est celui de l'éthique et de l'écologie, hein, qui est de plus en plus, il y a une pression à cet endroit-là, et donc comment dire, on est attendu aussi pour avoir une réflexion là-dessus, et donc nous on en a une, et on a aujourd'hui des éléments de réponse. Alors, je dis pas qu'ils sont parfaits, mais on a déjà des éléments de réponse à cet endroit. Alors, technologiquement, qu'est-ce qui se passe dans le cadre du projet
du projet Canva, dans le cadre du consortium Canva aujourd'hui, eh bien, il y a le développement de cet outil de notation qui s'appelle Celluloid, donc qui prend la forme, dont vous voyez des captures d'écran là sur ma diapositive, qui prend la forme d'une plateforme en ligne qui est hébergée de manière pérenne sur les serveurs du CNRS. Donc l'URL c'est celluloid.uma-num.fr. Ça, c'était évidemment un enjeu très très important puisque la technologie avait été mobile sur plusieurs serveurs avec plusieurs URL et donc il fallait stabiliser l'hébergement et donc l'identification sur une URL pérenne, pardon, l'existence de cet outil. Donc ça paraît un peu accessoire, mais en fait c'est tout à fait fondamental. Il y a un GitHub sur lequel il y a le code dont l'adresse est partagée sur l'espace plateforme lui-même, donc sur lequel le code est entièrement accessible et qui le veut peut le reprendre, le copier, en faire ce qu'il veut. Les droits sont ouverts, on est sur du Creative Commons, avec, pour ceux qui ont déjà utilisé GitHub, un espace qui est tout à fait fondamental, c'est l'espace de discussion ou de remonter des problèmes techniques, puisque grâce à cet espace, bien, des collègues peuvent s'exprimer sur des problèmes ou des dysfonctionnements. Encore une fois, il faut que tout le monde soit bien d'accord là-dessus. On n'est pas dans la Silicon Valley, donc on n'a pas l'équipe de Google derrière nous. Hein. Ça reste modeste et donc c'est très coopératif. Et donc du coup, faire remonter évidemment des commentaires ou des remarques, notamment d'un point de vue design. Vous savez, des fois, du flottement entre comment dire, une fenêtre et une autre dès lors qu'on écrit beaucoup, par exemple. Donc là, ça va déborder. Donc il faut voilà, des problèmes à régler comme ça, des problèmes de positionnement de boutons, etc. Donc tout ce genre de choses remonte par GitHub et l'équipe technique, donc du coup, peut faire le nécessaire pardon, à cet endroit dès lors que ça remonte sur GitHub. Donc, Celluloid, c'est un outil de production d'annotation. OK? Donc, ce que permet Celluloid, ça permet de mener une activité d'annotation et le service rendu par Celluloid et le service qu'on vous rend, si vous utilisez Celluloid, c'est qu'on s'engage à héberger vos annotations. C'est-à-dire que vos annotations sont là, sont chez nous et elles sont sécurisées. OK? On peut le faire, pourquoi? Parce que ça pèse rien. Ce sont des données textuelles, c'est petit. Par contre, on ne pouvait aucunement s'engager à héberger des données audiovisuelles. Ça, c'est beaucoup trop lourd. On n'a pas la capacité de le faire. Donc, il fallait trouver une proposition, trouver une solution à faire une proposition, pardon, pour les personnes voulant travailler sur des corpus audiovisuels. Donc, voici la proposition que nous, on formule. C'est d'utiliser l'espace de stockage et de streaming Peertube, qui est P2ER Tube, qui est un service qui a été développé par Framasoft, je vous en parlais tout à l'heure, donc, qui est un conglomérat de chercheurs indépendants et du libre en France, qui ont développé un outil qui est un alter ego de YouTube, que vous connaissez tous très très bien, d'un point de vue design, c'est très très proche de YouTube, donc vous ne serez pas perdu ni mis en difficulté dans l'utilisation de Peertube. Après, ce qui est différent, évidemment, c'est que vous pouvez, bon, il n'y a pas de pub, bon, ça c'est quelque chose de tout à fait fondamental, mais surtout, c'est que vous restez les détenteurs de vos données. Hein. Quand vous publiez quelque chose sur YouTube, votre ressource audiovisuelle part sur les serveurs de, de YouTube, hein, donc partent en Irlande, partent aux Pays-Bas, et bon, vous et moi ne lisons pas les clauses, mais avec tout ce qu'il peut y avoir derrière en termes d'usage et de droit sur vos ressources, et par ailleurs, chose qui nous avait été très longtemps, très souvent formulée quand on travaillait avec des écoles, en particulier des enfants, c'est d'abord, les enfants, ils n'ont pas d'adresse email la plupart du temps. Et puis ensuite, c'est les parents. Hein. Probablement, certains d'entre vous sont parents ou grands-parents, j'en sais rien, et ne veulent pas voir des traces de la présence de leurs enfants, de leurs petits-enfants sur Internet. Et c'est tout à fait légitime. Donc, Peertube permet évidemment de sécuriser cela du coup, en gardant la main sur ces données. Alors, comment ça fonctionne? Peertube, ce sont des instances, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas sur le modèle de YouTube, hein,
est un modèle centralisé, c'est décentraliser en fait l'hébergement des données. Donc là aujourd'hui, le consortium Canva possède une instance Peertube qui est hébergée sur les serveurs du CNRS Humanium. Donc les données, elles sont au CNRS. Aujourd'hui, l'ADEC Bretagne travaille en utilisant ces technologies à son instance qui est sur ces serveurs. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de prendre en quelque sorte un peu notre bâton de pèlerin et d'aller dire aux MSH en France, aux universités, il ne s'agit pas de dire que YouTube est le grand méchant loup, hein, loin de là. YouTube est très pratique et je pense qu'il faut continuer à l'utiliser, mais pour certains matériaux audiovisuels, Peertube s'impose. Et demain, si les MSH, si les universités, sur leur serveur, assument le fait d'installer une instance Peertube et d'assumer complètement l'hébergement de leurs vidéos, je pense qu'on aura fait un premier bond dans le futur. Quoi. Décentralisé, mais donné cherchable. C'est-à-dire que Peertube est équipé d'un moteur de recherche qui moissonne toutes les instances identifiées ou identifiables. Ça veut dire que moi, je peux chercher des données, si vous libérez l'accès et que vous me donnez l'accès à vos instances, je peux chercher des données dans vos instances et aller voilà, y trouver des choses qui peuvent m'intéresser. Élément très important, les pouvoirs publics ont ouvert des instances académiques aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas. Donc, tous les profs du primaire et du secondaire qui ont une adresse mail académique ont accès à des instances académiques. Donc, peuvent aujourd'hui ne plus utiliser YouTube parce qu'ils ont des Peertube accessibles et donc peuvent publier toutes les vidéos qu'ils veulent pour leurs activités pédagogiques sur des instances mises en place et déployées par les pouvoirs publics. Très important à avoir en tête. Et donc, je moissonne et j'ai accès à des vidéos. Alors, je ne dis pas que c'est comme YouTube, que je vais y trouver la pub de je sais pas quoi, la pub pour la Renault 205 des années 80 ou un court-métrage des années 70 libre sous droit. Mais par contre, pour des activités de recherche, du film anthropologique, des captations d'activités, de conférences, etc. C'est évidemment tout à fait utile, même si de toute façon, c'est pas une recherche libre qui s'impose à ce modèle-là, c'est plus une facilitation d'échange de données si on a besoin entre collègues de partager des données. Bon. Vous avez votre instance Peertube à vous, elle est sécurisée, vous donnez des droits d'ouverture plus ou moins grands, c'est moissonnable par un moteur de recherche. Et dès lors que ça c'est fait, vous pouvez streamer du flux dans Celluloid, je vous le rappelle, qui est un outil d'activité, d'annotation et de commentaires autour des vidéos, mais qui n'héberge pas les vidéos. Donc, vous streamez depuis votre instance Peertube votre flux. Il suffit de copier-coller l'URL et vous pouvez rentrer dans une activité d'analyse. Tout seul, si vous travaillez tout seul devant un contenu audiovisuel, ou à plusieurs, si vous menez une activité collaborative. Il faut juste savoir que c'est une personne qui crée un projet et ensuite qui invite les participants au projet. Pour inviter des participants, c'est tout bête. On génère un code alphanumérique qu'on partage avec les autres et les autres sur leur ordinateur chez eux, vont rentrer le code alphanumérique et vont rentrer dans le projet. Donc, ça veut dire que tous les détenteurs de ce code alphanumérique peuvent participer au projet. Une des intentions d'une entrée dans les projets par code alphanumérique et donc qui défait les participants de la nécessité de s'inscrire avec une adresse email, de se créer un compte, etc. C'est aussi pour mener des activités pédagogiques avec des petits. Vous menez une activité avec des sixièmes, avec des CP qui ont 7 ans, ils n'ont pas d'email, les parents ne veulent pas que des données soient abandonnées sur Internet. Juste vous partagez le code alphanumérique. On peut d'ailleurs générer une publication papier de ce code pour pouvoir le copier dans, je sais pas, dans le cahier texte de l'enfant, et les parents peuvent le taper pour l'enfant dans le cadre d'une activité avec des petits. Quoi qu'il en soit, voilà, dans le cadre d'une activité, non pas de recherche, mais pédagogique, il est tout à fait aussi possible d'utiliser Celluloid. Je peux produire des annotations. Enfin, n'importe qui peut produire des annotations et n'importe qui peut répondre ou commenter une annotation. C'est-à-dire qu'une annotation, elle n'est pas autonome, hein, c'est un espace, enfin, comment dire, quelque chose qui peut faire l'objet de commentaires et donc de discussions en cascade. Il y a deux types d'annotations possibles que je peux produire dans Celluloid.
c'est une annotation temporelle. Donc, je peux commenter un segment de ma vidéo, un segment de mon film, de ma pub, d'une série télé, j'en sais rien. Là, c'est une publicité. Vous voyez, Nel Dorian, c'est un étudiant avec lequel je travaille qui analyse des pubs. Là, vous voyez, Pub Canada Dry. Comment dire, il a juste identifié une pub. En l'occurrence, la notation, elle est très, faut dire, elle n'a pas un grand intérêt. Il cherchait juste à identifier des choses. Mais on peut aussi produire un commentaire, évidemment, plus développé. Donc, produire une annotation sur un segment ou une annotation qu'on appelle contextuelle, c'est-à-dire mettre un point sur une zone de l'image. Et donc dire, je sais pas, moi, par exemple, l'homme, lui mettre un point sur le bout du nez et puis dire cet homme porte une moustache. Et très souvent, dans les pubs, c'est pas vrai, c'est pas la pub Canada Dry, ça. Mais c'est bizarre, dans les pubs Canada Dry, les personnages ont toujours des moustaches. Donc, je vais faire l'hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le projet publicitaire de Canada Dry, quoi? Je dis n'importe quoi. Mais... Donc, annotation temporelle, annotation contextuelle. OK? Une dernière chose très importante, parce que Celluloid s'inscrit, enfin très importante, et qui peut, j'imagine, vous intéresser, puis je finis là-dessus. Celluloid s'inscrit dans un écosystème. Donc, vous avez compris que nous, on a développé l'outil d'annotation, qu'on l'interface avec un outil qui a été développé par Frama, qui est Peertube, qui permet donc d'héberger et de streamer ces vidéos. De l'autre côté, on s'est posé la question au sein du consortium de la publication scientifique et de partage de données. Vous le savez, c'est impossible ou quasi impossible de partager de l'audiovisuel quand on fait des travaux, quand on mène des recherches sur des ressources audiovisuelles. On en parle en l'écrivant dans l'article, dans le chapitre de livre, mais on ne voit pas la séquence ou l'extrait. À partir de là, on s'est posé la question de comment intégrer le contenu audiovisuel à une publication scientifique ou comment positionner le contenu audiovisuel au centre de cette publication. Alors, ça permet de faire d'autres choses, évidemment, mais l'objectif, c'est la publication. Il y a, vous le verrez sur l'interface, la possibilité d'exporter ces annotations. Vous pouvez les récupérer, notamment dans deux formats qui sont le XML et le SRT. Le XML, ça va vous exporter vos annotations dans un tableur, donc vous allez avoir accès à toutes vos annotations dans un document, excusez-moi, prenant la forme d'un tableau. Le SRT, c'est un format sous-titre. Alors, ce n'est pas optimal. Hein. Le consortium existe depuis 2 ans. Il en a pour 4 ans. Donc, vous voyez, on est au milieu du gué en ce moment. Mais en tout cas, le SRT nous permet de lever des verrous et de parler de la question de la publication autour de l'audiovisuel. Qu'est-ce que ça permet, le SRT? C'est en l'associant avec ma ressource, je peux lire mes annotations sous la forme d'un sous-titre. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si la notation, elle fait 20 lignes, comment je fais? C'est sûr que là, ça pose évidemment un problème et ça nécessite de mener quelques réflexions sur la manière dont je vais générer, exporter ma vidéo et mes annotations. Je vous donne un exemple sur lequel j'ai travaillé, et puis je finis là-dessus, parce que vous avez bien compris de toute façon que c'est la dernière étape de mon écosystème technologique et de ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Je travaille, moi, sur le vidéomilitantisme et les vidéos de maltraitance animale. Hein. Pépé, vous le rappeler, j'ai fait paraître un livre il y a 2 ans qui s'appelle Voir le sang des bêtes, qui revient un petit peu sur ce qu'on a connu en France avec l'association L214, qui est une association animaliste qui a mené une action vidéo militante. Il y a une vidéo un peu emblématique qui marque les débuts de l'histoire du vidéomilitantisme animaliste. C'est une vidéo qui a été réalisée par PETA aux États-Unis. C'était une vidéo qui avait été tourné à partir de fan footage ou de rush volés dans un labo qui menait des expérimentations sur les traumatismes crâniens avec des singes. C'est très violent et difficile à regarder, c'est bon à savoir. Mais donc, j'ai commencé à travailler sur cette vidéo qui s'appelle Unnecessary Fuss, qu'on trouve sur Internet, qu'on peut voir sur Internet. Et mon premier mouvement de travail avec Celluloid a été de produire des annotations
textuellement massive, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de textes hein, dans mes marques d'annotation. Donc, on avait une succession comme ça de segments avec de grands pâtés de textes d'analyse. Je travaillais seul dessus, hein, mais bon, j'écrivais beaucoup. J'avais même recopié des extraits d'articles de presse dedans, etc. Euh, Ça, c'était pour comment dire, le temps de travail ou le temps d'analyse qui m'a permis d'aboutir à la publication d'un article qui est paru dans une revue qui s'appelle Quaderni il y a 2 ou 3 mois. Voilà, donc comment dire, c'était un travail préparatoire à l'écriture de cet article où je reviens un petit peu sur l'histoire du vidéo-militantisme et puis notamment sur comment dire, la parution aux États-Unis de Unnecessary Fuss et de ce que ça a généré en fait hein, chez les Américains à cette époque-là, évidemment, ça a eu il y a eu un grand mouvement, une prise de conscience dans les années 80 autour de ce film. Mais je ne pouvais évidemment pas partager la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai écrit mon article très classiquement où je raconte ce qui se passe dans la vidéo, etc. Mais j'avais envie de partager la vidéo et qu'on puisse lire le fruit de mes réflexions en pouvant voir le film. Hein. Notamment, on voit beaucoup de choses dans le film que ben, j'assène comme des preuves dans le texte, et donc il faut me croire en tant que chercheur, mais en vérité, on a peut-être envie de voir, est-ce que c'est vraiment une preuve, est-ce que je dis vrai? À un moment donné, notamment, je raconte que les chercheurs dans le laboratoire sont en train de fumer alors qu'ils sont en train comment dire, de mener une expérimentation scientifique. Donc, peut-on fumer dans un laboratoire quand on travaille avec des animaux? Il y a toute une question autour de ça. Bref, donc on voit dans la vidéo les chercheurs ou laborantins qui sont en train de fumer des cigarettes. Bref, donc je voulais montrer ça aussi. Je voulais qu'on voit, qu'on se rende compte des conditions de la recherche, des conditions dans lesquelles sont produites une recherche dans les années 1980. C'est pas là, c'est un constat d'ailleurs pour nous aujourd'hui. Donc c'est aussi intéressant de voir ça quelque part. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué un projet publiable à partir de ma vidéo et de mes annotations. C'est-à-dire que j'ai supprimé d'abord des éléments d'analyse et des parties d'annotation. J'ai conservé l'essence même de mon analyse en faisant attention à ce que chacune de mes annotations ne dépasse pas un certain nombre de signes, enfin 2, 3 lignes, considérant que ça allait faire un sous-titre qu'on puisse lire et qui n'empêche pas de regarder l'image. Bon. Et donc, j'ai démultiplié le nombre d'annotations, bien évidemment, vous comprendrez. Hein, donc, pour qu'on puisse lire en quelque sorte mon analyse comme un sous-titre de film ou de vidéo, puisque le SRT, hein, c'est un format, si je ne vous l'ai pas dit, si vous ne savez pas, c'est un format de sous-titre, bien évidemment. Et donc, quand on balance dans un player vidéo type VLC, Unnecessary Fuss, donc la vidéo, et le document d'annotation au format SRT, eh bien, on peut regarder le film avec les sous-titres. Donc, tout mon contenu d'analyse sous la forme d'un sous-titre. Dernière chose, c'est comment je le récupère, comment vous y accédez à ce truc-là. Grande question. Nakala, c'est ça l'autre technologie. Donc, on a Peertube, on a Celluloid, et maintenant, en sortie, on a Nakala. Donc, peut-être certains d'entre vous le savent, et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, je vous le dis ou le fais découvrir. C'est un entrepôt de données qui a été déployé par Humanum, dans lequel, alors l'objectif de HAL, vous le savez, c'est d'y mettre des publications scientifiques. Nakala, son intention, son objectif, c'est d'y mettre du matériau de recherche. Donc, je peux y mettre du matériau de recherche. En l'occurrence, je peux y mettre ma vidéo au format MP4. Je peux y mettre mes annotations au format XML si j'ai envie de les mettre, mais notamment au format SRT. Quand ma pochette ou mon espace Nakala est prêt avec l'ensemble des éléments que je voulais y glisser, eh bien, je valide et Nakala génère un DOI. Donc, le contenu du document que j'ai déposé dans mon entrepôt de données est considéré comme un document scientifique. Donc, je peux le citer, je peux m'y référer et surtout, il est moissonnable par les moteurs de recherche et notamment par Isidore. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui ou maintenant, vous tapez Unnecessary Fuss, vous tapez Bourgat, vous tapez vidéo militantisme dans Isidore, vous avez probablement 99 ou 100% de chances de tomber sur ma pochette créée dans Nakala et donc de pouvoir récupérer à la fois le film et à la fois mes annotations SRT pour les télécharger sur votre ordinateur,
les glisser dans votre lecteur VLC et regarder ma publication qui donc prend la forme d'une vidéo annotée en sous-titres. Donc voilà, l'écosystème Canva, l'écosystème celluloïd, c'est celui-là aujourd'hui. Encore une fois, je me garderai bien de dire que ce sont des réponses définitives à toutes ces problématiques, mais en tout cas, à l'entrée, on commence à se rendre compte à quel point la relation dans l'écosystème Peertube celluloïd est fonctionnelle. Aujourd'hui, probablement, y a-t-il des procédures plus usuelles pour la publication, mais Nakala et cette façon de procéder constitue une réponse à des problématiques de partage et de publication scientifique autour de ressources audiovisuelles. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que j'ai déjà été très très long. Et si vous voulez échanger quelques instants, évidemment, qu'on puisse le faire. Merci de votre attention. En tout cas, merci beaucoup.